Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous retrouvons donc ce matin Madame Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des jeux, que nous avions déjà entendue au sein de notre commission à deux reprises. La première en juin 2020, à l'occasion de sa nomination dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution, et la seconde en février 2023 pour évoquer la régulation des jeux d'argent et de hasard. Une nouvelle audition, donc 2 ans après la précédente, nous a semblé nécessaire au regard de l'actualité particulièrement riche du secteur et alors que vous publiez votre rapport annuel d'activité que vous nous avez d'ailleurs fourni ce matin. L'année 2025 marque aussi le 5e anniversaire de l'Autorité nationale des jeux qui a succédé en 2020 à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. L'autorité que vous présidez, Madame Falque-Pierrotin, a été créée dans le sillage, on s'en souvient, de la privatisation de la Française des Jeux, qui se nomme aujourd'hui FDJ United depuis mars dernier, permise par la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte du 22 mai 2019. Notre collègue député Philippe Brun a par ailleurs dressé un premier bilan de la privatisation de la Française des Jeux dans un rapport publié l'an dernier. Il relève que la valeur de l'action s'est d'ailleurs fortement appréciée au cours des dernières années. Dans le même temps, le secteur des jeux connaît une croissance indéniable, avec un chiffre d'affaires record de 14 milliards d'euros en 2024. La France se positionne ainsi au 10e rang mondial des pays générant le plus de chiffre d'affaires sur ce secteur. On peut s'interroger sur le sens de cette information, mais c'est comme cela. Ce dynamisme global ne doit cependant pas masquer certaines fragilités. L'opérateur des paris hippiques, le PMU, fait face à une situation financière dégradée, malgré une augmentation tendancielle du nombre de joueurs. En avril dernier, les comptes de l'année 2024 ont été rejetés par son Assemblée générale et la ministre chargée des comptes publics a saisi l'Inspection générale des finances pour dresser un état des lieux de la filière hippique. En tant que régulateur, vous prêtez également une grande attention à la problématique de l'addiction. Je vous confirme que nous aussi. En septembre 2024, l'ANJ a publié sur des applications une campagne de prévention des applications mobiles et vous prévoyez à partir de la rentrée 2025 de mettre en place des partenariats thématiques avec des clubs sportifs dits ambassadeurs. Considérez-vous par ailleurs que les normes applicables pour combattre l'addiction aux jeux d'argent sont suffisantes et adaptées? Par ailleurs, les articles 40 et 41 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique ont introduit pour une durée de 3 ans l'expérimentation d'un cadre de régulation des jeux à objets numériques monétisables, dit JONUM. Votre audition et la table ronde avec les acteurs économiques du secteur qui suivra pourra être l'occasion de faire le point sur ces nouvelles dispositions. Cette audition nous permettra ainsi d'avoir une vue d'ensemble de l'actualité du secteur des jeux d'argent et de hasard. Je vous rappelle que cette audition est retransmise en direct sur le site internet du Sénat et je vous laisse maintenant, Madame la Présidente, la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Merci effectivement de cette nouvelle invitation qui me donne l'occasion de faire un bilan de la régulation à 5 ans. 5 ans de la mise en place de l'ANJ et 5 ans, on va le voir, qui ont été extrêmement fertiles en événements sur le marché des jeux d'argent. Je crois qu'il faut rappeler, avant de commencer, quel était l'objectif initial du législateur en 2019 lorsqu'il a souhaité la mise en place de l'ANJ. L'objectif central pour le législateur était de renforcer la protection du joueur.
et des mineurs, en unifiant la régulation dans une autorité administrative indépendante unique, compétente pour l'ensemble du secteur. Donc c'était bien l'objectif de protection qui était au centre de la création de cette nouvelle autorité. Donc toute la question, et ça va être l'objet de mon petit propos, est de savoir si cet objectif global a été ou non rempli. Première constatation, et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, le territoire de régulation du secteur des jeux, aujourd'hui, s'est profondément modifié par rapport à celui qui existait il y a 5 ans, dont on pouvait considérer qu'il était relativement figé. Nous avons effectivement un marché en forte croissance, 11 milliards en 2019, plus de 14 milliards en 2024. 2 moteurs principaux, la loterie, mais surtout le pari sportif, avec des taux de croissance du pari sportif qui atteignent presque 20%. Un acteur massif, central, la FDJ, qui fait plus de la moitié du marché, et un marché français qui est au 4e rang européen, 10e rang mondial, vous l'avez dit vous-même. Donc, un secteur de régulation qui est en pleine dynamique. Deuxième constatation, le bassin de joueurs s'étend. Il est relativement stable pour la loterie, à 26-27 millions de joueurs, mais il croît pour ce qui est des comptes joueurs, puisque nous avions 4 millions de comptes joueurs en 2019, on a aujourd'hui 5,7 millions de comptes joueurs. Donc ça, ces comptes joueurs, c'est essentiellement pour l'activité online. Troisième élément de changement, plus de joueurs, des joueurs qui dépensent plus. Le pari sportif, le panier moyen est de 360 € aujourd'hui contre 256 en 2019. En moyenne, les joueurs de paris sportifs ont une mise annuelle moyenne de 3 000 €. Et pour ce qui est de la loterie, on atteint des mises annuelles de presque 800 € pour les activités de loterie. En témoignent les récentes enregistrements de mise, par exemple au moment de Roland-Garros. Cette année, Roland-Garros a battu tous les records de mise avec 364 millions d'euros, soit plus que les JO. C'est la première fois que cette compétition de Roland-Garros suscite autant de mises. Et enfin, une offre de jeu qui se renouvelle et qui intègre de plus en plus d'innovations, innovations venues du jeu vidéo, innovations venues de toutes les techniques marketing les plus avancées et innovations, vous l'avez mentionné, à travers ces nouveaux jeux, les Jonum. En fait, si je devais résumer l'évolution en un mot, alors que le jeu d'argent n'est pas un produit ni un service ordinaire, en 5 ans, le jeu d'argent est devenu un produit de consommation courante avec la digitalisation. Et dernier élément de ce changement, la croissance dont on vient de parler, elle n'est pas uniformément répartie. Je l'ai dit, un acteur majeur, la Française des Jeux, avec plus de 7 milliards de PBJ sur les 14 milliards. Et pour le online, 5 acteurs se partagent plus de 95% des parts de marché, ce qui évidemment implique une forte concentration. Je vous rappelle qu'il y a plus de 16 acteurs enregistrés pour l'activité online. Donc un marché qui a totalement changé de physionomie en 5 ans. Face à ça, l'Autorité nationale des jeux, elle dispose de leviers de régulation solides, maîtrisés et reconnus. Reconnus en particulier par la récente décision du Conseil d'État qui a validé notre régulation des monopoles, en particulier de la FDJ, sur le contrôle de l'offre et de la publicité. Je ne vais pas détailler toute la boîte à outils qui est la nôtre, mais sachez que nous avons, je crois, investi et exploré tous les outils que nous a confiés le législateur. Alors, les résultats, au terme de ceci, sont là. Clairement, les opérateurs se sont améliorés. Ils maîtrisent désormais le cadre qui résulte de l'ordonnance de 2019. Ils disposent pour la majorité d'entre eux d'un algorithme spécifique dédié à l'identification. Ils ont augmenté d'ailleurs le nombre de joueurs excessifs qu'ils identifient, 30 000 aujourd'hui en 2024 contre 8 000 il y a moins d'un an. En fait, ils ont intégré ce que nous appelons la durabilité de leur modèle économique. Et ça, je crois qu'il faut le saluer. Deuxième élément de bilan positif, des premières sanctions significatives ont été prononcées par la commission des sanctions, 800 000 € à l'encontre d'Unibet
pour dysfonctionnement autour de l'auto-exclusion. Concernant les publicités, qui sont évidemment le levier principal de promotion de l'offre de jeu, le ton de ces publicités a changé depuis la clarification qu'a apportée l'ANJ sur les règles en matière de contenu des publicités. Et, par exemple, ceci nous a conduit à demander le retrait de la campagne de Winamax qui s'appelait « Tout pour la daronne ». Des campagnes de prévention qui se sont mises en place, soit à l'initiative de l'ANJ, soit à l'initiative des pouvoirs publics. Et enfin, une lutte contre l'offre illégale qui s'est considérablement renforcée. Avec le pouvoir de blocage administratif, nous avons multiplié par 10 notre action de blocage par rapport à un blocage purement judiciaire. Et au-delà de cette mesure de blocage, des avancées ont été obtenues grâce à notre stratégie très diversifiée de travail avec les réseaux sociaux et les plateformes, de travail avec des hébergeurs comme Cloudflare, ou dernièrement une expérimentation avec un opérateur du secteur bancaire pour bloquer les paiements vers les sites illégaux. Et ce travail de contrer l'offre illégale est particulièrement important, d'une part parce que ça légitime la contrainte sur les opérateurs légaux, et d'autre part parce que nous savons que ces offres illégales sont très largement fréquentées par les joueurs excessifs et que si on veut protéger le joueur, il faut aussi limiter l'accès à ces offres illégales. Donc, d'une certaine manière, la régulation a bien fonctionné. Pour autant, il nous apparaît que le risque de jeu excessif et d'interdiction de vente aux mineurs n'est pas encore sous contrôle. Les données de santé publique sont en effet sans équivoque. L'OFDT, dans son dernier rapport, a estimé à 1 170 000 les joueurs problématiques, dont 360 000 de niveau excessif. Et il considère que ces joueurs excessifs représentent plus de 20% du chiffre d'affaires du secteur. Et à cet égard, les paris sportifs représentent le risque de jeu problématique le plus important, puisque la part des joueurs excessifs est en moyenne 4 fois supérieure aux jeux de loterie. Mais le grattage à 5 € n'est pas non plus totalement étranger au risque de jeu excessif, puisqu'il compte 3% de joueurs excessifs. Par ailleurs, nous voyons un certain nombre d'indices préoccupants autour de ce risque de jeu excessif. Plus de 80 000 personnes sont inscrites aujourd'hui dans le fichier des interdits volontaires de jeu. Lorsque l'ANJ a été mise en place, il y en avait 35 000. Et ce sont essentiellement des joueurs jeunes. Par ailleurs, nous sommes préoccupés un peu par les caractéristiques de l'année 2025. L'année 2025 est une année qui ne présente pas d'événements sportifs spectaculaires, à la différence de l'année passée. La croissance du PBJ s'accompagne de fortes tensions concurrentielles entre les acteurs. Ces fortes tensions concurrentielles se traduisent par des stratégies défensives d'opérateurs qui veulent défendre leur base de clients, voire l'augmenter. Et ceci peut accroître le risque de surstimulation des joueurs, ce que la hausse des budgets marketing de 11% en 2025 semble augurer, alors qu'il n'y a pas d'événement sportif majeur cette année. Et enfin, concernant le jeu des mineurs, une étude récente en jeu mineur nous fait penser nous dit qu'un tiers des 15-17 ans jouent, en dépit de l'interdiction de vente aux mineurs. Et cette étude nous dit même que l'âge de départ du jeu, c'est autour de 13-14 ans, avec des jeux de grattage. Donc vous voyez que la situation, elle est quand même assez contrastée. On a des progrès d'un côté, mais dans le fond, le cœur de la régulation, qui était celui de la protection des joueurs, eh bien ce cœur n'est pas encore parfaitement maîtrisé. Nous devons donc inverser ces tendances. C'est pourquoi notre deuxième plan stratégique pour les années 24-26 est centré sur un objectif central, faire pivoter le modèle français des jeux d'argent vers un jeu d'argent moins intensif et moins centré sur les joueurs à risque, ce qui implique concrètement que les opérateurs fassent baisser la part des joueurs excessifs dans leur chiffre d'affaires. Ils doivent identifier plus de joueurs excessifs, on a dit qu'ils avaient progressé, accompagner ceux-ci et, in fine, faire baisser cette population dans leur modèle d'affaires. Pour que le débat soit plus clair, nous sommes en train de développer un algorithme de référence que nous soumettrons prochainement à validation scientifique et que nous mettrons à disposition en 2026 des opérateurs.
Donc ça, ce pivotage du modèle économique, c'est sur les joueurs excessifs. Pour ce qui concerne le jeu des mineurs, nous avons accentué notre pression sur les monopoles notamment, puisque les monopoles permettent, vous le savez, du jeu anonyme et représentent encore une part très importante du marché. Nous avons souhaité un renforcement de l'interdiction de vente auprès des détaillants, plus de contrôle, plus de sanctions de la part des têtes de réseau FDJ et PMU. Et d'autre part, nous avons souhaité que soit lancée dans les 2 réseaux FDJ et PMU une expérimentation de jeux identifiés. Et nous sommes en train de regarder avec soin les enseignements de ces expérimentations. Enfin, nous devons accompagner les évolutions du marché. Monsieur le Président, vous en avez mentionné certaines, tout en préservant l'équilibre des filières. À cet égard, il y a plusieurs problèmes en 2025-26. En 2025, on devait assister à l'entrée en scène des JONUM, jeux à objets numériques monétisables. Les retards successifs de l'élaboration du cadre réglementaire laissent un vide juridique problématique, plus d'1 an après l'adoption de la loi SREN et moins de 2 ans avant la fin de l'expérimentation voulue par le législateur. Pour autant, la nature des offres accessibles sur le marché rend plus que jamais nécessaire une régulation déterminée afin de prévenir les risques de blanchiment et de jeux excessifs qui sont associés à ces JONUM, et surtout de préserver la frontière tracée entre ce nouveau marché et celui des jeux d'argent et de hasard traditionnels. Donc ça, c'est un premier enjeu pour nous, de suivre et d'accompagner cette régulation des JONUM. Deuxième enjeu, les monopoles. Ces 2 monopoles sont confrontés à des enjeux de marché et de croissance qui sont différents mais importants l'un et l'autre. Concernant la FDJ est dans une stratégie de croissance importante. Nous devons, en tant que régulateurs et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, prévenir une dynamique de croissance qui serait trop expansive. Donc nous avons ce qui consiste en l'exercice du contrôle étroit que le régulateur doit exercer sur les monopoles. Concrètement, nous avons pratiqué ce contrôle étroit à travers le programme des Jeux 2024 de la FDJ et nous avons procédé à un certain nombre de restrictions sur l'offre de la FDJ lorsque nous considérions que ces offres étaient trop incitatives et revêtaient trop de risques en termes de jeux excessifs. Nous avons par exemple considéré que la mise online de Amigo n'était pas possible, qu'il fallait geler les jeux de grattage à 5 €, qui sont des jeux particulièrement addictifs dans la catégorie des jeux de grattage. Et enfin, nous avons demandé à la FDJ que les jeux qui comptent plus de 20% de joueurs excessifs soient soit modifiés pour faire baisser ce pourcentage, soit retirés. Donc vous voyez que la régulation et l'exercice du contrôle étroit peut permettre de tempérer et de rester au niveau des monopoles dans les clous de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de modération de la croissance des monopoles. Concernant le PMU, évidemment, la question se pose en des termes très différents. Il faut que nous accompagnions la transformation d'un modèle qui est en train de s'éroder et qui risque, d'après les chiffres que nous avons, en réalité de se traduire par une intensification du jeu excessif. Le PMU est confronté à une situation où il a moins de joueurs qui jouent plus. Donc, nous apportons au PMU un soutien pour éviter que cette intensification de jeu excessif se manifeste trop aisément. Et enfin, pour les casinos, nous avons accompagné les casinos qui sont des acteurs en monopole local et nous leur avons préparé un certain nombre de guides et d'outils de mise en conformité. Et nous avons également, je crois que c'est important et on en dira peut-être un mot, alerté sur l'ouverture des casinos online comme risque important par rapport au réseau de casinos terrestres. Je terminerai en disant que pour atteindre ces objectifs, l'ANJ va mobiliser tous les leviers mis à sa disposition par le législateur, évidemment en conjuguant à la fois action de conformité et action de contrôle de façon importante. Nous allons également continuer à travailler avec les autres administrations de l'État, car il est clair que l'autorité administrative indépendante, même si elle est investie d'un pouvoir de régulation, elle ne peut pas à elle seule
résoudre toutes les questions posées et il faut absolument que nous puissions avoir, notamment en termes de prévention du jeu excessif, un continuum, notamment avec les services du ministère de la Santé, sur cette question des publics vulnérables. Il faudra sans doute, en lien avec le Parlement, faire évoluer le cadre dans lequel s'inscrit l'action du régulateur pour en renforcer la portée. Nous avions fait des propositions en 2023 au gouvernement, plusieurs propositions d'évolution du cadre juridique. Ces propositions sont toujours d'actualité. Quelles sont-elles? Réduire la pression publicitaire qui est particulièrement forte en France à travers de nouveaux leviers, par exemple interdire le whistle-to-whistle ban, c'est-à-dire l'interdiction de publicité 5 minutes avant les matchs, pendant les matchs, 5 minutes après les matchs. C'est un dispositif qui fonctionne au Royaume-Uni et qui fonctionne bien. Réfléchir à l'encadrement du sponsoring. Nous pensons que le sponsoring sportif et le sponsoring par les opérateurs de jeux d'argent pourrait être limité de manière à éviter une assimilation qui est quand même assez malsaine entre jeux d'argent et enjeux de compétition sportive. Aujourd'hui, dans l'esprit notamment des jeunes, il y a une forme d'assimilation entre l'enjeu sportif et l'enjeu du pari, ce qui est probablement pas totalement en ligne avec l'éthique du sport. Et enfin, nous pensons qu'il est probablement utile d'avoir une protection particulière sur les plus jeunes, les 18-24 ans, un petit peu comme il existe un permis jeune conducteur, il pourrait y avoir des précautions particulières, des protections particulières pour les 18-24 ans, un plafond de mise ou une limitation des pertes, sachant que c'est une population qui est particulièrement vulnérable et sur le plan financier et sur le plan émotionnel. Et puis, il y a une proposition qui n'en est pas une entièrement à ce stade, mais que je vous livre parce que nous y réfléchissons également. On voit que pour l'interdiction de vente aux mineurs, la politique de contrôle-sanction est une politique qu'on va réactiver, mais dont on n'est pas sûr qu'elle fonctionne pleinement. La question que l'on peut se poser, c'est s'il serait opportun de mettre en place une carte joueur dans les points de vente ou un QR code de majorité, de manière à fermer ce qui est aujourd'hui quand même une béance de la régulation, c'est-à-dire le fait que dans les points de vente anonymes, beaucoup de mineurs jouent. Et nous pensons que c'est quand même un risque très important qui n'est pas entièrement sous contrôle aujourd'hui. Dernier élément, Monsieur le Président, et je termine par ça. Au-delà de ces propositions, il y a une réflexion sur l'outil fiscal. Il y a eu une actualité importante avec la dernière loi de finances et la loi sur la sécurité sociale en matière, dans le sens d'une taxation plus importante des jeux d'argent. Nous sommes favorables à une remise à plat un peu systémique de l'outil fiscal dans le sens d'une cohérence d'ensemble et surtout en essayant d'aligner l'outil fiscal avec les externalités négatives que suscite le marché des jeux d'argent. C'était l'inspiration des propositions du Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, dans son dernier rapport. Nous pensons que ces propositions vont plutôt dans le bon sens, mais évidemment en restant sur une ligne de crête qui est délicate. D'une part, un certain rendement fiscal, bien sûr, mais quand même la soutenabilité du modèle économique des opérateurs français, qui sont les plus taxés d'Europe, avec le risque de concentrer le marché autour de quelques acteurs en cas de nouvelles augmentations. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on peut dire au bout de 5 ans. Un secteur donc des jeux d'argent dont la dynamique actuelle, que je résumerai par 3 mots, croissance, concurrence, innovation, représente un risque potentiel réel pour les joueurs qu'une régulation ferme et réactive doit pouvoir contenir. Merci, Madame la Présidente, pour ce point très complet. Je vais d'abord donner la parole au rapporteur général, puis ensuite à l'ensemble de nos collègues. Merci, merci Monsieur le Président. Merci Madame la
présidente. Je confesse volontiers que c'est toujours à la fois agréable et surtout riche d'enseignements que de procéder à votre audition. Je m'étonne et je vais vous poser quelques questions. En fait, je trouve qu'on est dans cette thématique quelque part. C'est assez révélateur du en même temps, du tout et son contraire, finalement sur un secteur, l'activité des jeux, dont à titre personnel, je considère qu'il y a finalement une espèce de perversité permanente à ce que quand on regarde ce secteur se développe rapidement. Et je me souviens de l'alerte qui était la vôtre, je crois, lors de la précédente audition, ça devait être il y a 2 ans, où vous nous aviez alerté sur toute cette ambiance autour des jeux, et notamment par la publicité qui était faite, d'un espèce de confort du joueur qui serait, qui serait conditionné par, comment dirais-je, une espèce d'ambiance émolliente qui favorise le gain facile, la rapidité d'obtenir des subsides entre guillemets sans effort. Et finalement, j'ai le sentiment que malgré les efforts, j'ai un peu le sentiment que ça ne s'est pas arrangé. Alors, en France, on a effectivement, vous l'avez dit, une situation de monopole. Voilà, je ne vais pas dire ce que j'en pense vraiment personnellement, mais ça continue de toute façon de me questionner. J'avais 2 ou 3 questions. La première, cette dynamique des jeux d'argent que vous observez par le chiffre d'affaires, notamment en France, est-elle, je dirais, plus soutenue que dans d'autres pays, notamment européens? Et y a-t-il 2 ou 3, comment dirais-je, faits marquants à relever dans les éventuelles différences? Deuxièmement, comment est-ce que vous analysez le développement du marché illégal du jeu en ligne? Et à cet égard, est-ce que la réglementation, la législation actuelle vous permet de bien agir, ou est-ce insuffisant? J'ai bien entendu comment dirais-je, les actions, les moyens mis en place par le législateur et dont vous attendez, mais ce n'est pas forcément sur le sujet du marché légal, un renforcement avec des propositions. Et puis, dernier élément que vous avez abordé, le sujet de l'outil fiscal. Je pense qu'il y a un sujet, je dirais, d'éthique et de morale. Donc vous avez évoqué l'éthique, moi j'évoque aussi la morale. Parce que finalement, par le comportement, me semble-t-il, et la pratique, on a tendance à aller peut-être à l'inverse de ce qu'on soutient, de l'appel à la responsabilité, finalement, là, en encourageant par cette pratique et par le fait d'en percevoir des dividendes au bénéfice de l'État via l'impôt sur cette pratique du jeu. Donc moi, je continue d'y voir une forme de contradiction. Donc c'est peut-être plus un sujet de sociologie, mais avez-vous sur cet aspect ou cette question que je me pose, des éléments d'analyse ou d'observation dans le cadre de votre mission? Merci, monsieur le rapporteur général. Madame la présidente, est-ce que vous souhaitez répondre dans un premier temps au Merci rapporteur beaucoup. général? Merci beaucoup. Merci de vos questions.
Alors, est-ce que la croissance française, qui est importante, est-elle plus forte ou plus faible que nos homologues européens? Elle est dans la moyenne des homologues européens, ce qui est en soi assez extraordinaire, compte tenu du fait qu'on est un marché qui est beaucoup plus contraint, notamment du fait de la fiscalité, par rapport aux autres pays européens. Mais en tout cas, on a un rythme de croissance du marché qui est dans la moyenne, globalement, des pays européens. Ce sur quoi je voudrais insister dans la comparaison européenne, c'est que, effectivement, on a un taux de fiscalité bien plus important en France que dans les autres pays, mais on observe dans ces autres pays un raidissement des législations beaucoup plus fort que chez nous, du fait de la mobilisation des opinions publiques dans ces pays face à la croissance, justement, du jeu excessif. Que ce soit en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, même au Royaume-Uni, on a des restrictions qui ont été apportées dans les 2 à 3 dernières années sur la capacité de jeu, sur la capacité de jouer aux machines à sous online, sur la publicité, sur l'interdiction du sponsoring dans ces pays, qui est évidemment beaucoup plus forte que chez nous. Donc ça, je crois que c'est intéressant à garder en tête. Les Espagnols, par exemple, nous disent que ça n'a pas du tout handicapé la croissance de leur marché d'interdire le sponsoring et quasiment l'ensemble de la publicité. Donc, je dirais c'est un élément de réflexion. Deuxième question sur l'offre illégale. L'offre illégale, nous avons lancé une étude il y a quelques temps. C'est une offre qui représente entre 800 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros. Presque 3 millions de personnes qui jouent sur l'offre illégale et, comme je l'ai dit, essentiellement, un pourcentage de joueurs excessifs sur cette offre illégale qui est très important, 65%. Donc c'est très important que pour protéger les joueurs, on cantonne cette offre illégale. Et par ailleurs, les opérateurs légaux sont très soucieux que nous bannissions l'offre illégale de manière à justifier les efforts qu'on leur demande à eux. Je pense que le dispositif français est un dispositif assez efficace. Le blocage administratif, je l'ai dit, a multiplié par 10 notre capacité de blocage. Bien sûr, c'est un peu le chat et la souris, c'est-à-dire que nous bloquons un site, il réapparaît rapidement avec un changement d'URL, mais on s'est donné la possibilité de bloquer directement dans cette situation-là. La coopération que la France a pu, que l'ANJ a pu mettre en place avec l'ensemble des intermédiaires techniques est certainement relativement unique en Europe. Nous avons des accords de coopération avec l'ensemble des plateformes, y compris TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube. Donc on a des lignes dédiées auprès de ces opérateurs qui, lorsqu'on leur signale un contenu illégal, le retire immédiatement. Et je peux vous dire que ça nous est envié par beaucoup de nos homologues européens. Nous avons aussi, et c'est intéressant, initié dans cette lutte contre l'offre illégale une coopération avec d'autres régulateurs, les régulateurs européens bien sûr, mais surtout les régulateurs nord-américains. Pourquoi ? Parce que nous avons un certain nombre de contenus illégaux qui sont en fait hébergés aux États-Unis. Et quand je mentionnais Cloudflare, c'est un des hébergeurs qui héberge beaucoup de nos contenus illicites. Et nous avons, grâce à la mobilisation des régulateurs nord-américains et de cette société en particulier, pu être particulièrement actifs pour contrer ce type de contenus illégaux. Donc globalement, je pense qu'en matière de lutte contre l'offre illégale, on a ce qu'il nous faut. Et le dernier levier qu'on est en train de mobiliser, c'est le blocage des flux financiers. Donc nous l'avons fait sur une base contractuelle avec un opérateur bancaire, un opérateur financier, on va dire, qui a montré l'efficacité du dispositif. On travaille actuellement avec la ministre du Budget pour voir comment bloquer financièrement les sites, les opérateurs financiers illégaux. Enfin, l'aspect fiscal et la contradiction entre finalement avoir des revenus via la fiscalité spécifique et encourager de ce fait, ou du moins être intéressé de ce fait à la croissance du marché.
Je crois que justement l'intérêt des propositions du CIPEO, c'est d'essayer de réconcilier l'outil fiscal avec une forme de rationalité économique et de rationalité éthique, puisque l'idée du CIPEO, c'est qu'on ferait varier la fiscalité en fonction des dommages créés par l'offre de l'opérateur concerné. C'est le pollueur-payeur. Mais si on pollue moins, c'est-à-dire si on a une activité de lutte contre le jeu excessif et de modération des joueurs excessifs, on paye moins. Donc ça, je crois que c'est une voie qui est relativement intéressante et qui ne devrait pas d'ailleurs diminuer la rentabilité fiscale globale. Nous pensons en tout cas qu'il faut se garder d'une approche fiscale qui soit de saupoudrage et qui conduirait à accentuer les inégalités de traitement entre les différents opérateurs. On a vu que les opérateurs online, par exemple, faisaient l'objet d'une augmentation fiscale plus importante que les autres, plus de 4 points dans le PLFSS. Et évidemment, lorsqu'on regarde la rentabilité de ces différents opérateurs, on s'aperçoit que celle-ci est fragile et que ce dispositif pouvait fragiliser sérieusement au moins 4 opérateurs et probablement de façon assez importante, au moins 8 sur 16. Donc, nous mettons juste un point d'alarme en disant la fiscalité, elle est déjà très importante en France. Ça n'est pas là qu'on trouvera les recettes fiscales qui manquent, entre guillemets, à l'ensemble des recettes de l'État. Bien, encore une porte qui se ferme pour la recherche de recettes. Alors, nous allons poursuivre avec Jean-Pierre Vogel, puis Nathalie Goulet. Merci, Madame la Présidente. Micro. Merci, Madame la Présidente, pour cette présentation très complète. Peut-être un complément qu'il serait utile de rappeler, c'est que sur les différents opérateurs en matière de jeux, il y a des sociétés telles que la Française des Jeux qui rémunèrent des actionnaires, mais le GIE PMU qui rémunère une filière agricole et non pas des actionnaires. Les deux associés qui sont des associations du GIE PME sont la société, la SETF et le Gallo, qui sont à but non lucratif et qui redistribuent l'ensemble du produit brut des jeux et du résultat du GIE PMU auprès de la filière. Donc je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important qui manque peut-être dans votre présentation. La deuxième des choses, c'est ce qui m'étonne un peu, c'est sur la page 17 de votre rapport d'activité où vous indiquez que l'activité du GIE PMU affiche de son côté une baisse de 2% par rapport à 2024. Alors je suppose que c'est plutôt par rapport à 2023 parce que c'est le rapport de 2024. Et que le bassin de joueurs du PMU est en progression de 6% en 2024, alors que, d'après ce que j'ai cru entendre tout à l'heure, vous étiez plutôt en train d'indiquer qu'il y avait une baisse du nombre de joueurs du PMU. Donc ça me semble un peu contradictoire avec le rapport d'activité. Par ailleurs, on constate aujourd'hui sur les différents opérateurs que le PMU est en grande souffrance. L'ANJ, sur un communiqué de presse de 2021, indiquait « L'ANJ est chargée de s'assurer d'une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Je crois que l'on peut dire aujourd'hui, et surtout à l'heure qu'il est, en regardant les résultats de la décroissance du PMU depuis le 1er janvier 2025, que cette filière est en décroissance extrêmement importante. Et ma question, c'est comment est-ce que vous voyez la possibilité de rétablir un équilibre de la filière des jeux, notamment au profit du PMU, parce que quand vous parlez de la régulation, vous parlez aussi, à juste titre, de l'addiction et de la protection des joueurs.
Par contre, le PMU, qui est un modèle qui s'érode, je crois qu'il y a le deuxième volet, c'est comment assurer une régulation dans le monopole qui permet aussi au PMU de tirer profit en fait de cette régulation pour éviter de disparaître comme ça a été fait dans un certain nombre d'autres pays. Et c'est l'État qui s'est substitué en fait au PMU, enfin dans les autres pays ou avec d'autres noms, et sachant que ça rapporte à peu près 800 millions d'euros à la filière. Alors quand on parle d'augmentation des ressources fiscales de l'État dans l'état dans lequel sont les finances publiques, je ne vois pas comment l'État pourrait se substituer au PMU pour assurer la survie d'une filière qui est en grande difficulté aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse plus, que les actionnaires soient rémunérés par la Française des Jeux, c'est bien, mais quand on voit le déploiement d'outils de communication qui sont faits pour récupérer des parts de marché extrêmement importantes, alors que le PMU est en perte de vitesse, je pense qu'il y a une véritable régulation, un véritable rôle de l'ANJ à jouer sur ce sujet. Merci Jean-Pierre. Nathalie Goulet, puis Jean-Raymond Hugonet. Oui, Madame la Présidente, nous avons chacun nos addictions. Moi, c'est la lutte contre la fraude, blanchiment et financement du terrorisme. Nous venons de commettre, avec l'excellent président Daubé, un rapport d'une commission d'enquête sur la criminalité organisée où les jeux ont constitué un chapitre important. Donc, je voulais vous interroger d'une part sur les procédures de veille que vous avez de communication en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en notant le nombre exponentiel de déclarations Tracfin qui sont faites à la fois par les jeux en ligne et sous doigt exclusif. On est passé de 731 en 2021 à 2306 en 2024, c'est-à-dire 15,9%, ce qui est très très important. De la même façon, les casinos et les clubs de jeux sont passés de 1238 à 2175, c'est encore 15%, ça fait 30% pour les jeux et les activités que vous couvrez, me semble-t-il, quand les avocats en font 15, soit 0,1%. Donc manifestement, il y a un sujet de préoccupation de ce secteur, et c'est une très bonne chose. Donc moi, j'ai une question sur les points de vigilance d'acquisition, par exemple, de tabac ou d'endroits où il y a des jeux grattés par des secteurs communautaires, puisque manifestement, on peut gagner sans jouer avec une fraude très importante sur les jeux de grattage. La deuxième chose, c'est donc la communication que vous faites sur ces sujets de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Et enfin, j'ai une question différente sur l'évolution ou la mise en place du texte qui a été voté, que je n'ai pas voté à titre personnel, mais qui a été voté sur l'implantation de casinos dans les villes ou les endroits où il y a un haras national, puisqu'on avait eu une réunion de cadrage l'année dernière au ministère de l'économie et des finances, et puis plus rien. Donc, est-ce que le texte est appliqué? Est-ce qu'il y a des constructions de casinos dans ces villes qui comportent un haras national, typiquement Pompadour? Malheureusement, le haras du Pin, si ça devait se concrétiser dans l'Orne. Voilà. Mais la question principale, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, parce que manifestement, on a là un secteur de fragilité. Je vous remercie. Merci Nathalie. Jean-Raymond Hugonet, puis Michel Canvet. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Présidente. Indépendamment de ce qui est indiqué en page 60 de ce bilan, pourriez-vous approfondir la thématique de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et notamment le football? Pourriez-vous nous dire s'il est entrepris quelque chose dans votre dialogue avec les ligues professionnelles pour protéger, alors là je vais parler des vrais joueurs, c'est-à-dire les acteurs, les sportifs professionnels et notamment dans le football. Et par ailleurs, vous avez indiqué tout à l'heure que vous seriez favorable à un encadrement du sponsoring des jeux d'argent, alors que l'on constate que c'est un des domaines qui augmente et qui rapporte au club au moment même où le football français est dans des conditions financières difficiles.
Merci Jean-Raymond. Michel Canvet, puis Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, de votre exposé également. J'ai 4 questions. La première concerne les casinos en ligne, puisque nous avons eu le débat au dernier PLF. Quelle est la position de l'ANJ sur la création, enfin l'ouverture des casinos en ligne, puisque le sujet devrait certainement revenir dans les débats, mais suscite effectivement sur les territoires beaucoup de réactions. Seconde question concernant l'euro-million, qui est un jeu à grand succès en Europe. Est-ce que le plafond de l'euro-million, qui est actuellement fixé à 250 millions d'euros, doit être revalorisé? Qu'en pensez-vous? Troisième question, puisque FDJ a opéré de la croissance externe, et donc aujourd'hui FDJ United, comment est organisée la régulation à l'échelle européenne, puisqu'on voit bien que les opérateurs sont en train de se développer? Comment ça se passe à l'échelle européenne à cet égard? Est-ce que vous avez des collaborations accrues avec les autres opérateurs et donc des façons de traiter les sujets et les opérateurs, je dirais, conjointes? Et puis quatrième et dernière question, vous avez évoqué le rapport du CPO, effectivement, sur la fiscalité. Alors je partage l'idée que les taxations sont éparses actuellement et mériteraient d'être regroupées. C'est une bonne idée. Il y en a 33, je crois, que le CPO a identifié. D'ailleurs, le secteur est un secteur plutôt productif pour les finances publiques, hein, parce que nous avons des contributeurs volontaires qui jouent à hauteur de 14 milliards et la fiscalité en 2023 a rapporté 7 milliards, c'est-à-dire plus de 50% du produit des jeux. Donc nous avons des contributeurs volontaires au budget de l'État qu'il faut encourager, hein, donc effectivement. Et le CPO, dans sa dernière, le Conseil des prélèvements obligatoires, dans sa dernière proposition, a évoqué l'idée peut-être de fiscaliser les gains à l'impôt sur le revenu et à la contribution, aux contributions sociales. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela ne risque pas, je dirais, d'affecter significativement le rendement des jeux si une telle option était retenue? Merci Michel. Je vais donc donner la parole à Christine Lavarde directement et Jean-Baptiste Blanc. Oui, merci Monsieur le Président. Alors Madame, peut-être que vous avez évoqué ce point juste avant que j'arrive, mais j'ai été assez étonnée quand même de que la fusion entre la Française des Jeux et Kindred, qui est le leader européen, voire plus, des jeux en ligne, ait été autorisée, puisque là finalement on a un acteur unique qui est à la fois sur le marché des jeux en ligne, sur le marché physique des bars PMU. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore moyen pour l'État d'avoir une véritable pression quand derrière, face à lui, en fait, il a un mastodonte? Puisque avant la fusion entre les deux, il existait toujours une sorte de compétition, les uns essayant d'aller sur le marché de l'autre, mais maintenant qu'on n'a qu'un acteur unique. Et dans quelle mesure aussi est-ce que les dispositions favorables qui ont été accordées à la FDJ au moment de sa privatisation ne freinent pas aussi ou ne sont pas des difficultés justement pour la mise en place d'une véritable régulation et pour la protection des joueurs, notamment les plus fragiles et les plus vulnérables? Merci Christine. Jean-Baptiste Blanc. Oui, Monsieur le Président, merci. C'était la même question que Christine Lavarde, en fait. Ce qui m'interroge, c'est la fusion FDJ-Kindred. Quand on sait que justement, leur offre repose sur du casino en ligne dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, quel type de régulation vous préconisez pour sécuriser les joueurs et pour que ce soit profitable aux finances publiques? Merci. Merci Jean-Baptiste. Pas d'autres questions ou remarques? Je n'en vois pas. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez répondre à nos collègues? Merci. Je suis heureuse d'avoir apporté le rapport. Ah oui. Alors, si vous livrez avant, vous aurez encore plus de questions. Mais c'est ça qui m'inquiète. Alors, sur le PMU, d'abord pour dire que si dans mon propos, je n'ai pas mentionné tout l'intérêt de la filière du PMU, ce n'est pas du tout par ignorance et par
comment dire, indifférence à celle-ci, mais l'idée était quand même d'avoir un propos plus court. Je crois que le PMU est une pépite française. C'est une pépite française, une excellence française, des lieux à travers ces hippodromes sur toute la France qui sont absolument remarquables. Donc je crois qu'effectivement, il faut maintenir ce dispositif et faire en sorte qu'il alimente plus que jamais la filière. Le petit débat sur les chiffres, en fait, n'en est pas un. C'est-à-dire que les chiffres du PMU ont semblé se redresser en 24 et à partir de 25, ils décroissent. Mais en revanche, ce que nous avions constaté depuis déjà quelque temps, c'était que, en fait, les joueurs du PMU jouent de plus en plus. Le panier de jeu du joueur du PMU augmente. Et donc, nous, notre souci, c'est l'intensification de jeu des joueurs du PMU. Est-ce qu'il est possible de redresser le dispositif ? Il est clair qu'ils font face à un vieillissement de leur population. Ils ont une offre qui est très cantonnée. Nous les avons accompagnés dans leurs innovations récentes, que ce soit le pari du jour qu'ils ont lancé il y a 2 ans, qui n'a pas véritablement marché, que ce soit le pari sur les courses passées ou le pari de... je ne sais plus comment il l'appelait l'autre, le live betting. Bon, donc nous, on est à la manœuvre et on les supporte dans ces orientations-là. Il est clair que maintenant, il faut que les dirigeants du PMU, enfin, les sociétés mères du PMU, le TRO, le GALO, la SZEF, se posent la question du projet et de la gouvernance nécessaire pour ce projet. Il y a quelques années, le rapport de M. Arthuis, du sénateur Arthuis, avait souhaité qu'il y ait une évolution de la gouvernance et une transformation du PMU en une société commerciale pour permettre au PMU d'investir. Parce que c'est effectivement une des faiblesses du PMU actuellement par rapport à ses compétiteurs, c'est ce manque d'investissement. Donc je crois qu'on attend le rapport de l'Inspection générale des finances. Nous nous sommes mis à la disposition de l'inspecteur en charge de ce rapport et nous sommes prêts à travailler aux côtés des acteurs sur ce sujet. Mais il est certain que la situation aujourd'hui est une situation qui nécessite une réflexion de fond et pas simplement des petites améliorations à la marge. La lutte contre le blanchiment, Madame Goulet, la lutte contre le blanchiment, c'est une question qui est en croissance chez nous. L'analyse de risque sur le secteur des jeux d'argent conduisait à conclure que le risque était moyen, enfin, que la situation de risque était moyenne, les risques étaient importants, mais les mesures de mitigation étaient fortes, donc globalement, c'était un secteur moyen. Nous avons une commission consultative que nous réunissons régulièrement, enfin 1 fois par an ou 2 fois par an, sur la question de la lutte contre le blanchiment et qui réunit les administrations, Tracfin, le service central des courses et jeux, nous-mêmes, sur ce sujet. En discutant avec la ministre du Budget, nous sommes tombés d'accord sur l'idée que la situation n'est peut-être pas entièrement sous contrôle. On va dire les choses comme ça. C'est-à-dire que, notamment dans le réseau des détaillants FDJ et PMU, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et s'il n'y a pas finalement un risque plus important que la version un peu consolidée semble présenter. Et donc, nous avons tenu récemment une audition de la FDJ et du PMU en compagnie de l'ensemble des membres de cette commission consultative pour justement explorer cette situation et voir si véritablement les têtes de réseau, FDJ et PMU, étaient conscientes du risque de celui-ci. Et nous nous sommes engagés vis-à-vis de la ministre, dans le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment, enfin de son plan d'action, de revenir vers elle pour lui faire part de propositions. Donc c'est un sujet en tout cas qui est bien identifié chez nous et sur lequel on travaille activement. La lutte contre les manipulations sportives, c'est un sujet qui donne lieu à un dispositif très innovant
en France et dans un certain nombre de pays à travers la mise en place d'une plateforme de lutte contre les manipulations sportives. La plateforme de lutte contre les manipulations sportives s'est mise en place dans le cadre de la convention de Macolin, et elle réunit les acteurs publics et les acteurs privés qui travaillent sur la question des manipulations sportives. Concrètement, c'est présidé par le ministre des Sports. L'ANJ assure la présidence de la formation de surveillance, et vous avez autour de la table aussi bien les opérateurs que Tracfin, le parquet financier, le service central des courses et jeux, etc. Concrètement, nous surveillons en temps réel toutes les cotes des compétitions sportives, et dès qu'il y a un atypisme d'ailleurs que nous partageons avec nos homologues, il y a plus de 40 plateformes comparables à la France, dès qu'il y a un atypisme avéré, ça peut me conduire à suspendre les paris sur une compétition. Donc c'est un sujet qui est véritablement, je crois, très sérieusement traité en France, qui d'ailleurs a permis que les Jeux Olympiques se passent bien, avec une coopération internationale et nationale qui a été vraiment de très grande ampleur. Sur le sponsoring, est-ce qu'il faut limiter le sponsoring par les opérateurs de paris sportifs? Nous pensons que oui. Le sponsoring des opérateurs de paris sportifs, c'est un montant de 45 millions d'euros. C'est un montant qui a augmenté de 25% en 2024 et qui prend la place, qui se développe au fur et à mesure que la publicité sur les jeux d'argent est contrainte par le régulateur. Donc c'est un vase de débordement. Plus on contraint la publicité, plus le sponsoring par les opérateurs de paris sportifs, notamment, augmente. Mais cette somme qui peut paraître importante ne représente que 2% du sponsoring sportif total. Donc nous pensons qu'on peut soit l'interdire, de manière à bien séparer les deux univers, en disant il y a l'univers sportif avec des enjeux sportifs et l'univers du pari, ou bien éventuellement le limiter, et notamment limiter ce qu'on appelle le naming, c'est-à-dire donner le nom d'un pari sportif à une compétition ou à un équipement sportif. Parce que là, dans l'esprit des jeunes qui viennent, l'assimilation est totale. Et on a été un petit peu gêné par la mesure du PLFSS qui conduisait à taxer de 15% les dépenses marketing, mais à exclure justement le sponsoring de cette taxation, puisque ça va évidemment accentuer le développement du sponsoring et ça va accentuer la concentration du marché au profit des gros opérateurs qui ont les moyens de se payer 15% de plus, ce que les petits opérateurs n'ont pas la possibilité de faire. Les 4 questions, casino online, on a dit qu'il fallait être extrêmement prudent sur l'ouverture des casinos online parce que c'était une ouverture qui était massive, plus de 2 milliards d'euros de marché, donc comparable à l'ouverture du marché en 2010. Un produit qui est probablement le plus excessif, enfin le plus addictif du marché. Et donc, ce que nous avons dit, c'est attention, sachant que le principal argument qui est on ouvre les casinos online pour assécher l'offre illégale. Nous avons regardé ce qui s'est passé dans la plupart des marchés européens où il y avait cette offre illégale et on a ouvert les casinos online. En réalité, dans un premier temps, l'offre illégale ne diminue pas. Et il y a toujours un maintien de cette offre illégale de casinos, même quand les casinos online sont autorisés. Donc, si d'aventure les pouvoirs publics voulaient persévérer dans cette intention, en tout cas, nous sommes favorables à une régulation très stricte, avec des plafonds de perte, de mise, un temps horaire, peut-être pas de publicité, peut-être que les 18-24 ne devraient pas être autorisés à jouer. Enfin, il y a des mesures de restriction importantes qu'on peut imaginer et qui sont d'ailleurs, par exemple, envisagées, pratiquées au Royaume-Uni, qui ont fortement diminué leurs enjeux sur les casinos online. Euromillions, le plafond, c'est le problème des gains mirobolants. Vous voyez, un gain 300, 350 millions d'euros, ça fait venir les gens. Alors, en tout cas, ça ne relève pas de l'ANJ.
ce plafonnement ne relève pas de l'ANJ. Mais il est clair que c'est une incitation très forte à jouer. Donc nous, on n'est pas favorable à des gains mirobolants les plus hauts possibles. Régulation européenne. La régulation européenne, elle est assez originale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne, stricto sensu. En revanche, il y a une coopération européenne très forte à travers un réseau qui s'appelle le GREF, le réseau des régulateurs européens. J'en ai assuré la présidence ces 2 dernières années. Et l'idée du GREF, c'est vraiment de coopérer à travers des groupes de travail sectoriels thématiques très précis, notamment par exemple en matière de ce qu'ils appellent enforcement, c'est-à-dire de contrôle-sanction, pour véritablement partager des bonnes pratiques, partager des cibles communes, partager des recommandations communes. Donc je crois que c'est une régulation assez originale, qui fonctionne bien et qui prend le meilleur de l'Europe, c'est-à-dire se mettre d'accord quand c'est nécessaire, mais ne pas nécessairement avoir toute une bureaucratie européenne qui soit ajoutée aux législations nationales. Enfin, le CPO, est-ce qu'on va taxer les gains? Quand je parlais du fait que nous étions favorables aux recommandations du CPO, pas à celle-ci. Pas à celle-ci, je crois que ça provoquerait un tollé et que ça n'est probablement pas opportun dans l'époque actuelle. L'AFDJ United, est-ce qu'il est possible de réguler un acteur qui devient aussi puissant que cela? C'est une question importante pour le régulateur. C'est une question importante. Ce qui est sûr, c'est que l'acquisition de Kindred par la FDJ change le périmètre de cette société. Elle a conduit l'autorité de la concurrence à renforcer les obligations de partition d'activités entre le domaine en concurrence et le domaine en monopole, de manière à être sûr que les deux activités soient étanches, sous réserve de la promotion institutionnelle de la marque, qui évidemment est un peu commune entre le monopole et la concurrence. Avec l'acquisition de Kindred, la FDJ acquiert sur le marché online, donc sur le marché en concurrence, une place de numéro 3 ou 4, ça dépend. Donc ça en fait vraiment un acteur très important. Et évidemment que ça rend la difficulté majeure que nous identifions avec la FDJ, c'est-à-dire le conflit d'objectifs entre l'objectif lié au monopole, qui est de diminuer l'offre de jeu pour mieux protéger le joueur, c'est ça la raison d'être d'un monopole, et l'objectif d'une société cotée qui est évidemment de croître et d'améliorer sa rentabilité financière pour le bénéfice des actionnaires, il est évident que le compas s'ouvre. Et nous, notre travail est de faire en sorte que les deux branches du compas ne soient pas trop éloignées pour que la régulation puisse fonctionner. Et donc, nous travaillons sur cette notion de contrôle étroit, c'est-à-dire comment est-ce que nous fixons à la FDJ, non pas une interdiction de croissance, parce que ça n'a pas de sens, mais en réalité, nous tâchons de faire en sorte que cette croissance soit le plus possible dans les clous de la jurisprudence de la Cour de justice, c'est-à-dire qu'elle soit modérée et qu'elle n'incite pas de façon trop explicite au jeu excessif. Donc ça a conduit aux mesures que je vous mentionnais dans le cadre de ma présentation, aux mesures que nous avons demandées dans le cadre du programme des Jeux 2024. Là, nous allons étudier le programme des Jeux 2025 et nous allons voir s'il est temps de durcir ou de ne pas durcir le trait concernant ce contrôle étroit. Je crois que j'ai terminé. Il me semblait, Madame la Présidente. Merci. Merci beaucoup. Pardon, oui. Les haras. Alors, à Pompadour, on me dit qu'un emplacement a été décidé et il y a même un groupe qui s'est présenté et qui a prévu 75 machines à sous. Je n'en sais pas plus. Alors, on va prendre à titre exceptionnel une question de Claude Nougin. Juste une information concernant Pompadour.
La première pierre est posée dimanche 6 juillet. Donc, je ne connais plus le nom de l'opérateur, mais il vient d'Annecy. Il a déjà un casino à Annecy. Il est dans l'hôtellerie. Et l'ouverture est prévue en février 2026. Et comme on me dit, paraît-il, que tous les casinos s'ouvrent des vendredis 13, c'est soit le vendredi 13 février, soit le vendredi 13 mars 26. Voilà. Ah bon, le vendredi 13. Bon. Ah, chiffre fétiche. Ah oui, j'ai ignoré ce point. On apprend toujours des choses en commission des finances. Oui, après. Merci. Pas d'autres demandes de prise de parole? Non. Merci. Alors, je vais vous proposer... D'accord. D'abord, merci, Madame la Présidente, pour vos réponses, votre présentation et vos réponses. Je vais suspendre la séance et je vous propose de rester le plus possible en séance, puisque nous reprendrons dès que nos invités pour la table ronde seront tous arrivés. Ça ne devrait pas tarder. On avait prévu un tout petit peu plus de temps. On avait prévu cette table ronde à 10h30, mais si nous avons tout le monde un peu avant, nous allons pouvoir poursuivre. Donc la séance est suspendue, mais ne vous éloignez pas de trop, mes chers collègues. Merci. L'article 96 de la loi de finances pour 2025 visant à mettre un terme aux opérations frauduleuses d'arbitrage de dividendes dites cum-cum. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, comme vous le savez, et je vous en ai prévenu le matin même, jeudi, je me suis rendu jeudi dernier à Bercy pour un contrôle sur pièce et sur place portant en effet sur l'application du dispositif de lutte contre la fraude à l'arbitrage de dividendes dite cum-cum, introduit à l'initiative de notre commission, je le rappelle, dans la loi de finances initiale pour 2025.